On passe tous des heures sur YouTube et pourtant, il y a des coulisses qu'on ne voit jamais. Il y a une toute dernière mise à jour qui est ciblée sur l'algorithme. Et aujourd'hui, avec Henri et Paul, on en parle ensemble pour essayer de déceler le futur de l'algorithme YouTube. Très très fort ce J'aime lancement. bien. En impro total, Très franchement, très bravo. fort de lancement. Je rappellerai Je suis même de admiratif. s'abonner à Speakeasy parce qu'on ne le fait pas assez au début du Mais podcast. c'est quoi Speakeasy? C'est vrai ça, Paul. Speakeasy, figure-toi, c'est le podcast sur la creator economy et tout ce qui l'entoure avec Paul Barbessa, Romain Laneri et moi-même avec la liaison. Bah bonjour. Bonjour. Ça va? Comment Moi, je suis impatient parce que je Ah ouais. sais que t'as des trucs de nerd. Il Ah faut oui, le dire. Ouais, là vraiment, Non, on alors, va en parler fait, de token voilà. déjà. Prenez peut-être un petit verre. Ce qui est voilà. ou 14, mais non, en fait, j'ai fait à l'heure où on enregistre ce podcast, j'ai fait un post LinkedIn sur ça ce matin de fou du bus que Paul a vu. Ouais, très bien. Donc parfait. Puis vous irez voir si vous voulez, mais J'ai compris un mot sur 3, mais j'ai adoré. non, mais moi c'est mon Je truc rigole, préféré. je rigole. C'est ce qui est cool aussi avec Speakeasy, c'est qu'on a un peu chacun nos trucs préférés dans C'est la ça. creator economy. Romain très calé sur le business, comment ça fonctionne. Paul créativité, organisation, et moi sur le côté data, algorithmie, comment ça fonctionne, les plateformes de recommandation, etc. C'est vraiment le truc que j'adore regarder. Et comme j'adore regarder comment ça marche, je suis aussi les conférences techniques de développeurs et d'ingénieurs qui travaillent là-dessus. Et on en a eu une. Ça se suit où déjà? Si certaines personnes se Ça disent, mais se moi j'ai suit pas la newsletter. sur sur le des dark web. chaînes. Non, il faut connaître. Ah oui, En fait, il y a pas de. J'ai jamais trouvé une source individuelle. Il faut connaître les conférences technologiques auxquelles ils vont. C'est sur des le darknet en fait. Ouais, non mais mec, c'est des chaînes YouTube à Comment ça 17 000 abonnés où ils mettent les Ah replays ouais, des mais confs. officiel Google? Alors là, c'est un gars de chez YouTube qui est allé à une conférence. Ah, et, qui a eu raconte. et qui a eu le droit de parler de ça avec des slides et qui a expliqué les Génial. tests qu'ils ont fait en laboratoire. Et ce En sera- laboratoire YouTube, genre c'est ouf. Bah, en vrai, ouais, parce que quand t'as la data de YouTube, t'as la data d'1 milliard d'utilisateurs par mois et de comment ils consomment de la vidéo. Mais je pense que beaucoup pensent que un mastodonte comme Google n'est plus agile pour avoir justement des nerds qui itèrent, réitèrent, testent des nouveautés. En fait, on n'imagine pas à quel point la partie recherche et développement est importante dans ces grosses boîtes parce que c'est les premières Carrément. qui peuvent à un moment couler juste parce qu'elles ne font plus rien. Ouais. Et puis au contraire, c'est même très très lent à changer parce que quand tu opères à la taille d'un YouTube, le moindre micro-changement d'un truc qui te paraît anecdotique peut faire dropper le trafic d'un coup. Parce que t'imaginais pas, en fait, il y a le concept, c'est des effets de bord. Il y a plein de trucs qui peuvent avoir des effets de bord de fou, et on avait déjà parlé dans Speakeasy il y a longtemps, mais c'est pour ça que Amazon ne change pas de design, quoi. Parce qu'ils ont peur Ouais. que changer la couleur du bouton fasse baisser les ventes de 3%, ce qui à l'échelle d'Amazon serait nucléaire, et tu vois, et t'as pas trop le choix, quoi. Donc ils font plein de petits tests et d'expérimentations comme celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Juste pour l'algorithme, Vas-y. c'est quoi l'utilité de connaître ce nouvel algorithme quand on est créateur de contenu, entrepreneur, qu'on souhaite se lancer? Là, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, ça peut nous La servir à plupart quoi? des créateurs sont pas vraiment au courant de comment ça marche. Ok. Si ça t'intéresse, tu peux comprendre ce que YouTube attend d'une vidéo pour la proposer à quelqu'un. Ce qui est super intéressant de comprendre, et j'allais faire un petit récap de comment marche l'algo aujourd'hui au sens large. Ce qui est assez intéressant, c'est que il n'y a pas de vidéos qui vont plaire à l'algorithme. L'algorithme est un proxy de comportement humain. C'est uniquement ça. C'est un miroir. Il faut arrêter de se plaindre de l'algorithme. On Il est faut d'accord. arrêter. Le shadow ban, ça n'existe pas, spoiler. Ok. Et Et vous juste avez- les gens qui disent c'est l'algorithme. Non, vous avez juste fait même des- C'est plus. juste ton histoire qui est chiante. Ouais. Voilà, c'est Ouais, juste que ce d'accord. que tu racontes ne J'en touche vois pas plein, les gens. j'en Mais vois il plein. faut à un Et moment... c'est pas grave, on en fait tous, hein. Des Ouais. vidéos chiantes. Ouais, hein. c'est normal. Ça m'arrive une fois de temps en temps d'avoir une vidéo qui dégringole et ça marche pas et c'est pas grave, quoi. Mais tu te plains pas à l'algo en disant Non, ah, c'est juste satané genre, algo, et puis c'est j'essaie la de faute comprendre, au l'algo. contraire. on ce l'a qui est fait pendant intéressant, longtemps. c'est que- Moi, je me souviens. Ouais. Je pense que je faisais partie plus jeune. J'étais marié à 15 ans. Donc, à 18-19 ans, j'étais en mode... Satané Ah non, algo. celle-ci, je pense que c'est l'algo. Il a pas aimé parce que machin avait déjà sorti une vidéo dessus. Non. Tout le C'est monde- juste ouais. que t'en parles 10 jours après. Souvent, c'était sur les iPhones. Ah oui, oui, oui. Et j'étais pas le pro pour pouvoir parler d'un produit d'un point de vue actualité. Tu vois, je l'ai fait quelques fois, je l'ai bien fait le jour même, mais parfois je le sortais plus tard et j'étais en mode non, mais tu vois, l'iPhone maintenant le nouveau, tout le monde s'en fout. Non, c'est juste qu'il y a 300 vidéos déjà sur le sujet depuis 10 jours, donc en fait Ouais. t'arrives après la bataille. Bah ouais. Donc vaut mieux fermer ta gueule que d'essayer de l'ouvrir après tout le monde et de te dire ah bah c'est bizarre, on m'a pas écouté, tu vois. Ou alors Ouais. le faire différemment, un autre angle. un truc Exactement. comme ça. Mais ouais. Après, moi, j'ai cette vision de YouTube, mais tu sais, il y a plein de visions de YouTube différentes. Et moi, j'avais dit ça en live une fois, je vois YouTube comme un jeu vidéo e-sport. Donc, je joue à YouTube comme je jouerais à League of Legends en compétition. Et ça veut pas dire que je suis le meilleur du monde, mais ça veut dire que
je veux être super fort et donc que je me réentraîne tout le temps, que j'ai de réapprendre, de comprendre quand ça floppe, pourquoi. Je trouve que quand tu arrives à avoir une compréhension assez fine de comprendre exactement pourquoi t'as floppé sur une vidéo, c'est hyper puissant en fait. Parce que tu comprends exactement ce que t'as fait, ce que t'as pas fait. Tu peux parfois prendre, comme dans un jeu vidéo, prendre des mauvaises décisions de jeu volontairement. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos, je vais les faire, je sais qu'elles vont pas marcher. Je le sais avant de l'écrire et de la mettre en ligne, mais ça me plaît et j'ai envie de faire cette vidéo et je me permets de faire ce sujet et on s'en fout, ça plaira à moins de gens et c'est pas grave, tu vois. Et tout ce discours, il convient aussi à une marque DNVB qui se développe uniquement sur DNVB, Internet, Romain Digital Native Brand. Merci, Ça veut dire qu'en gros, c'est une boîte qui met tout sur sa vente en ligne et qui n'a pas de point physique ou de relation physique avec ses clients. Elle naît en ligne et ensuite elle accède souvent à des espaces physiques avec pop-up store, etc. Mais c'est vrai que tout ce discours-là, au-delà d'être créateur, si vous entreprenez, si vous avez l'idée de vous dire, bah tiens, je vais parler de ce que je fais en ligne pour me constituer un CV en ligne, pour avoir peut-être demain des posts différents avec des recruteurs qui me découvriraient sur Instagram, sur TikTok, en train de parler de ces sujets-là qui me plaisent et qui font partie intégrante de mon métier, c'est intéressant et ça a un impact que de comprendre l'envers du décor des plateformes, que ça soit sur Instagram, TikTok ou YouTube. Il y a une différence et un monde entre ce dont j'ai envie de parler et comment est-ce que le public va le recevoir et qu'est-ce que le public a envie de savoir. C'est ça, et souvent, même quand on est créatif, on est souvent opaque à l'algorithme, à essayer de comprendre comment ça marche parce qu'on se dit, moi, je suis un artiste et j'ai envie de faire ce que j'aime. En fait, pour moi, la création de contenu, c'est pas de l'art. Je le vois pas comme ça. Parce que c'est voué à être sur une plateforme qui a pour but de faire en sorte que les gens passent le plus de temps possible dessus. Pour moi, c'est pas de l'art. Tu veux de l'art, tu vas dans une galerie d'art, tu vas dans un musée, j'en sais rien. Ça dépend des créateurs. Moi, j'ai du mal avec cette notion artistique à 100% sur YouTube. Juste, je pense que les gens vont être vénères parce qu'on tourne autour du pot de fou depuis 20 minutes. Donc j'essaie de... C'est speakeasy. C'est non, mais en fait, speakeasy même quand t'as une vocation artistique, c'est important de comprendre, je pense, où sera diffusé ton contenu. Dans ce sens-là, oui, ok. Non, c'est pas full art. Non, t'as raison, t'as raison. Pas. Richard Orlansky, que j'avais pu interviewer, qui m'avait dit, mais de l'art sans business, c'est pas de l'art, c'est une passion. Si tu veux faire de l'art à l'échelle mondiale, te développer, être un artiste, pouvoir rencontrer d'autres gens, t'ouvrir l'esprit, voyager, ça coûte de l'argent. C'est intéressant que même Richard Orlinsky pense ça alors qu'il est pas... Parce que voilà la question que je lui posais, c'était parce que moi je considérais plus que c'était un businessman qu'un artiste. Tu vois oui, c'est vrai. Mais tu vois, lui pourtant il est pas soumis aux plateformes, à YouTube, à tout ça. Et pourtant il a compris d'autres aussi formes de pression exactement. À son échelle. Qu'est-ce que veut son public, quelles sont les collaborations à avoir. Mais c'est intéressant. Donc je pense que toute forme d'art, le moment où tu fais de l'art ton métier, t'es obligé de passer par là, ou alors c'est utopiste. Voilà. Encore plus quand il y a un médium entre l'audience que tu vises et ta création, ton art. Ouais. Là, en l'occurrence YouTube, si tu comprends pas ce qui intéresse les gens sur la plateforme que tu utilises, c'est compliqué d'émerger, je trouve. Alors, quel est l'algorithme du futur ? Alors attends, déjà, pour comprendre ça, il faut que je fasse un rapide récap sur comment ça marche aujourd'hui. Ok. Concrètement, il n'y a pas un algorithme de recommandation de vidéos sur YouTube, il y en a plusieurs et YouTube les découpe par destination. Donc par exemple, Home, la page d'accueil, c'est une destination avec son propre algorithme. Search, la recherche, c'est une destination avec son propre algorithme. Up Next, je savais pas ça. la barre qui est à côté, qui recommande des vidéos, c'est une destination avec un autre algorithme. Et la vidéo qui t'est proposée à la toute fin d'une vidéo, c'est une autre destination avec un autre algorithme. Donc c'est d'autres algos différents et les algos sont ségrégés, donc ils se parlent pas entre eux. Donc tu peux avoir des vidéos qui marchent hyper bien sur une destination, pas du tout sur une autre, etc., etc. C'est normal parce que il y a différents types de contenus. Du contenu de bricolage va très bien marcher sur une destination comme la recherche, très peu sur Home. Et il faut surtout pas te recommander une vidéo de comment on fait pour accrocher un truc de salle de bain sur ta homepage. Ça n'a aucun sens, tu vois. Toi, par exemple, tes contenus sont plutôt pensés pour la Home, j'imagine. Ouais, nous on est très très Home. Très focus Home. J'adore. On est très Home. On est très Home et un tout petit peu très Search. branché Home. Search, ça dépend de moi. Et en fait, c'est une bio LinkedIn. Très on Home. est très Home et un tout petit peu Search. J'adore. Non mais en fait, le truc c'est que pour rester sérieux, tu peux aussi changer de destination. C'est-à-dire que quand tu penses, tu peux pivoter. Ça s'appelle un booking.com. Ça s'appelle un connard. Oui, je sais. Ok. Voilà, ok. Ce que je veux dire, c'est que je vais uploader une vidéo qui à la base est faite pour la Home et on pense le titre et la miniature pour la Home. 3 mois après. Tu penses à ça en créant une vidéo? Bien sûr, mais fou, c'est mec. fascinant. Et 3 mois après, on va plutôt la penser pour ce qui est search. Parce qu'on se dit, si les gens tapent pour avoir des nouvelles sur ce sujet, on va changer complètement. Tu vois, on a fait une vidéo sur, on peut mettre l'extrait ici, mais on a fait une vidéo sur l'arrière des Jeux Olympiques. C'était les Jeux Olympiques de Paris. Donc on était très Home, très machin, l'image de Paris et tout. Mais là,
là, on va tester un packaging, genre ce qui s'est vraiment passé au JO, machin truc. On va essayer de taper la search maintenant que les JO sont passés. Et quand il y aura les prochains JO à Los Angeles, on va rechanger le packaging pour réessayer de taper des gens sur la home, mais cette fois-ci avec un packaging Los Angeles, que les JO c'est à LA maintenant, dans 4 ans. Mais dans mon Google Calendar, j'ai des tasks, genre changer le packaging de cette vidéo par rapport à des news qui se passent, tu vois. Et tu peux continuer à piggyback sur des events comme ça, quoi. Bref, plein d'algos différents. Ça va changer ça ou pas? Ça va changer. Je termine juste l'explication. Okay. On te laisse mais en fait, c'est nécessaire pour comprendre un peu pourquoi c'est trop intéressant, important, quoi. Ensuite, la façon dont une vidéo est recommandée à quelqu'un sur une destination ou pas, il y a 3 trucs à savoir qui sont importants. Les impressions, c'est le nombre de fois où YouTube va imprimer la vidéo sur la destination et voir comment ça réagit. L'AVD, Average View Duration, c'est combien de temps une audience passe sur une vidéo. Et le CTR, Click-Through Rate, c'est combien de pourcentage de gens cliquent sur la miniature quand ils se la voient proposée en impression. Et c'est un amalgame de ces 3 trucs qui décident les recommandations. Pour savoir à quelle audience c'est recommandé, pourquoi est-ce que vous avez cette vidéo et Romain l'a pas, et Paul l'a pas, et moi je l'ai pas, faut imaginer un peu les calques d'un oignon. Si tu coupes un oignon en 2, tu vois, tu as un petit cercle et un de plus en plus gros cercle. Au début, une vidéo va être recommandée aux gens qui sont dans des cohortes d'audience, donc même démographiques, même centres d'intérêt, etc., les plus proches de ton audience qui te regarde le plus souvent. Donc c'est pour ça que parfois on entendait dire « Ah, YouTube commence par recommander la vidéo aux abonnés ». Pas vraiment. YouTube recommande la vidéo aux gens les plus proches de ta cohorte principale qui, il se trouve, sont le plus souvent abonnés. Mais il y a aussi des non-abonnés dans la première heure de visionnage, qui sont très très proches. Et si ça fonctionne bien, si ces métriques CTR, AVD sont plutôt bonnes, il va élargir la recherche pour trouver une cohorte d'audience de plus en plus grande. Donc c'est un peu comme un cœur qui respire, tu vois, c'est très organique. Et au moment où ça répond plus, c'est là où tu vois que ta vidéo, par exemple, qui commence à bien marcher et qui marche plus, elle fait ça, et elle flatline sur le graphe, comme un cœur qui s'arrête de battre, parce qu'on n'a plus trouvé d'audience avec ce packaging qui nous donne assez d'AVD par rapport aux autres concurrents. Parce que tout ceci étant égal par ailleurs, c'est un système player versus player, donc ta vidéo est mise en compétition avec les autres vidéos dans la destination. Donc, est-ce que les abonnés servent à quelque chose dans ce cas-là? Pas vraiment. Ouais. En vrai de vrai, aujourd'hui, tu pourrais complètement nuke le système d'abonnés de YouTube, que ça changerait absolument rien. C'est une vanity métrique qui nous fait plaisir. Ça sert un peu, je pense, pour au début faire des segments d'audience, parce qu'on se dit, ok, ils ont cliqué sur le bouton s'abonner, voire ils ont mis la cloche. Ça veut dire qu'ils sont vraiment intéressés par cette personne, tu vois. Mais en vrai, il pourrait disparaître aujourd'hui, que ça changerait pas grand-chose, à mon avis. Donc YouTube a déjà un algorithme semblable à TikTok. Ah oui, bah en plus ils ont Shorts, qui est notre destination, donc oui, totalement. Donc, parce que il y en a encore beaucoup qui disent, bah justement sur YouTube, avec tes abonnés, tu cibles d'abord tes abonnés, t'as une communauté plus engagée. Est-ce que c'est vrai que avec une chaîne YouTube à 10 000 abonnés, t'as plus de chances de toucher tes abonnés qu'un compte TikTok à 10 000 abonnés? Bah, statistiquement, oui. En plus, TikTok est très mauvais à toucher les abonnés, donc c'est plutôt vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu peux faire des stratégies un peu rigolotes. C'est-à-dire que tu peux uploader une vidéo avec ta tête en miniature le premier jour, et puis enlever ta tête le deuxième jour. Parce qu'en fait, t'as déjà touché les gens proches de toi, et en fait, ta tête n'est pas une information pertinente pour quelqu'un qui te connaît pas. On s'en fout, en fait. Toi, tu mets plus ta tête, par exemple, sur les miniatures? Non, on fait des tests en ce moment sur des trucs. Je suis curieux de voir un certain type de miniature avec ma tête, mais c'est parce qu'on teste quelque chose de très précis. On attend de voir si on a de la data qui remonte. Toi, par exemple, le pourcentage non abonné d'une vidéo? En moyenne, on vise, on considère qu'on a fait notre boulot quand on a 60 à 70% de non-abonnés. Parce qu'une chaîne YouTube qui croît, c'est une chaîne YouTube qui touche toujours des gens qui sont pas abonnés. Plus tu touches des gens pas abonnés, plus par définition, tu touches des nouvelles personnes ou des gens qui te connaissent moins. Donc c'est une bonne nouvelle quand tous les youtubeurs disent il y a quand même encore 70% des noms d'abonnés. En fait, c'est une super nouvelle, c'est que tu es en croissance. Ouais, souvent, on se dit au contraire, on n'arrive plus à toucher nos abonnés, il peut y avoir un souci. Tes abonnés, en fait, c'est de l'audience acquise. Par définition, un non abonné, c'est de l'audience non acquise. Tu vois. Et Henri avait déjà fait plusieurs tests sur ma chaîne YouTube pour justement voir si une vidéo s'arrêtait ou continuait de croître. Et il y a certaines vidéos, il me dit, tu vois, là, c'est un vrai problème. Tu as touché à 80% que tes abonnés. Ça veut dire qu'à part les gens qui te connaissent, pour l'instant, YouTube n'a trouvé aucun pool de viewers qui seraient intéressés par ta vidéo. Ouais. Tout ça va changer, messieurs, puisque notre ami ingénieur qui s'appelle, j'ai noté son nom quelque part, Devansh Tandon, qui a fait une conférence du coup à cet événement, c'est hyper rare, hein, juste quand même pour qu'on s'en mette là. Déjà, YouTube ne communique jamais sur l'algorithme. C'était quand la dernière, par exemple, conférence de ce type sur l'algorithme? La dernière fois qu'ils ont dû communiquer sur l'algorithme, dont je me souviens, ça devait être un YouTube Connect en 2000, avec autant de détails, 2015-2016. Ah, wow. Ah oui, d'accord. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu autant d'infos qu'aujourd'hui. Je peux en avoir raté, hein, mais de mémoire, on est sur un truc comme ça. C'est du 10 ans, quoi. Ouais. Donc, en fait, parce que là, on a des slides, c'est écrit sur les slides Google internal, do not publish, machin, et là, ils ont le droit d'en parler.
Donc c'est quand même très rare. Ok, tu vas nous régaler. Donc c'est Après ce podcast, on ferme tout, mais on est très contents. Non, mais c'est public. Moi, je parle de trucs publics, tu vois. En gros, qu'est-ce qu'ils nous expliquent, c'est que ils vont intégrer leur IA Gemini à la recommandation YouTube. Ok. Donc, pour vulgariser très rapidement, pour revenir un peu là-dessus, comment ça marche un LLM comme ChatGPT, comme Gemini, c'est que il convertit une phrase comme par exemple est-ce qu'il a fait beau hier à Paris, il le convertit en token, donc en variable numérique, et il va chercher à prédire, comme de l'autocomplétion de SMS, il va chercher à prédire le prochain token. Donc il va y aller pour vulgariser lettre par lettre, et c'est comme ça en fait qu'on a l'impression de discuter avec un robot comme ChatGPT ou Gemini. Et ben ils se sont dit en fait ce serait pas con qu'on essaye de faire pareil avec YouTube. Donc ils ont créé une nouvelle langue qui s'appelle le YouTube, comme si c'était une langue, comme l'anglais, comme le français, en se disant, OK, est-ce qu'on peut prendre tous les variables qu'on a sur une vidéo, parce qu'on est Google et qu'on est très fort, donc on a le titre, la miniature, le transcript de la vidéo, on sait de quoi tu parles, on peut prendre des images à l'intérieur de la vidéo pour avoir des images de référence, on peut prendre le sentiment des gens, combien de temps ils ont regardé, etc., et en faire une suite de caractères. Donc par exemple, la vidéo de Romain sur les pires failles d'Apple, peut-être que traduit en langage YouTube, c'est 2, 4, 6, 8, 12, 14, 140, nanana, et ça, à chaque fois, c'est une vidéo de tech, faite par un créateur français, qui a été regardé tant de fois par l'audience la plus proche de lui, qui a été machin nanan, donc il y a ce truc-là. Ils encapsulent ça, ils le donnent à Gemini, et Gemini dit, OK, pour cet utilisateur très précis au niveau individuel, voilà les différents tokens des vidéos qu'il vient de regarder, prédis-moi le prochain token. Donc ça fonctionne comme un LLM, comme ChatGPT, comme Gemini, sauf que au lieu de répondre du texte, ça répond des vidéos YouTube, qui sont sensiblement les meilleures pour cette personne-là tout de suite. Donc, il analyse principalement les sous-titres, l'image, le transcript, en fait tout. Il donne toutes les données. Donc, demain, un titre ou une miniature ou une description ou des tags ne servira plus à rien. Bah, en fait, demain, on peut se demander quel est l'avenir dans moins de 10 ans d'une destination comme la Home, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore drivé par l'utilisateur. On n'a pas un flux TikTok pour les vidéos horizontales, tu vois. Mais techniquement, avec ça, tu vois ce que je veux dire? On peut aussi se poser la question de est-ce que tu vas encore cliquer sur une vidéo dans 5 ans? Moi, ça me ferait chier parce que je pense que l'acte de cliquer, c'est un peu comme quand tu es sur Netflix et que tu vas regarder un contenu que tu aimes bien, tu as vraiment l'impression de t'engager et de te dire allez, je mets cette vidéo, oui, et je me mets devant. C'est vrai que scroller sur YouTube, ça engage le viewer. J'aurais très peur que de lui faire subir un contenu, même si c'est le contenu qu'il doit absolument voir à ce moment-là par toute cette data-là, ne l'engage plus. Et on arrive exactement comme dans Wall-E, où t'es comme ça sur un siège. Est-ce qu'on peut screenshotter ce que Romain vient de faire? Ce sera la miniature. Pour toi, ça s'appelle Semantic ID, cette technologie, pour ceux que ça intéresse. Cette technologie annoncée sous-entend dans un futur proche un feed comme celui de TikTok ou Insta sur YouTube? C'est une des possibilités. Pour moi, il y a plusieurs choses à en tirer. La première, c'est que Google a aujourd'hui tellement de data que les recommandations, on le savait déjà, mais c'est vraiment dit là dans ces slides, sont extrêmement individualisées. Okay. C'est comme s'ils avaient réentraîné un espèce de système prompt pour un LLM à chaque utilisateur de YouTube, pour 1 milliard d'utilisateurs. C'est un bordel. La deuxième chose, c'est que effectivement, le coût du choix humain dans quelle prochaine vidéo tu vas regarder risque de baisser. Parce qu'en fait, si on peut prédire ce token-là et qu'il est bon et que l'information est bonne, bah en fait, YouTube, c'est mieux que toi sur quoi tu as envie de cliquer. En fait, avant, on a passé une étape. Aujourd'hui, avec l'algo, YouTube, c'est mieux que toi quelle vidéo te proposer. Demain, YouTube sera mieux que toi sur quelle vidéo tu aurais cliqué. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même une évolution un peu différente. Parce qu'il y a encore 15 ans, enfin 10 ans peut-être, on allait tous dans la catégorie abonnement, dans l'onglet abonnement, et puis on regardait nos nouvelles vidéos, nos abonnements. On allait beaucoup moins dans la page home. Ouais. Et pourtant, il y a des choses que je trouve assez arriérées. Je ne comprends pas pourquoi, depuis des années, tous les dimanches matins, je kiffe prendre mon café avec du contenu automobile. C'est mon kiff. Ça, c'est mon roman. Et un bon dimanche. Pourtant, parfois, je vois des miniatures un vendredi soir ou un jeudi soir de nouvelles vidéos de youtubeurs que je suis dans l'automobile. Le dimanche matin, il n'y a rien d'automobile sur ma homepage. Alors que ça fait partie des infos juste bêtes et analytiques où depuis des années, tu sais que statistiquement, cet utilisateur-là regarde des vidéos automobiles entre 7h du matin et 9h. Pourquoi ma home ne ressemble pas qu'à une page automobile? En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que même des gens de chez Google seraient incapables de te répondre. Parce que aujourd'hui, ça prend en compte tellement de points de données. Ce que j'ai envie de te dire, la logique veut que plus tu vas continuer à ne pas cliquer dessus, plus ça va changer dans le temps. Mais si c'est bloqué comme ça depuis des mois, ça veut dire qu'il y a un point de données
qui crossent un autre point de données où ils se disent mais en fait c'est ça qu'il a envie de voir ce matin. Ouais, peut-être que je me mens à moi-même en fait. Non mais ils peuvent se gourer aussi, mais c'est compliqué de te dire exactement pourquoi ils prennent cette décision. D'accord. Il y a genre 200 points de données différents qui font que cette vidéo t'est proposée quoi. Il y a une des limitations qui mentionne aussi, parce qu'il mentionne les limitations. Il dit que pour l'instant ça coûte beaucoup trop cher de déployer ce système sur l'entièreté du site. Donc ils ont fait des tests en direct. YouTube c'est un peu un zoo, c'est-à-dire qu'en fait ils jettent de la viande en mystère. rapport avec la première vidéo. J'attendais que quelqu'un la fasse. Oh là là, je l'avais pas très très fort. Mais ils testent un petit peu de la viande au lion et ils regardent comment ça réagit. Donc Semantic ID a été testé en live sur YouTube avec des audiences. Ça marche hyper bien, mais ça coûte trop cher parce que t'as un pré-prompt d'un LLM par utilisateur, c'est un bordel. Quand tu dis ça marche super bien, c'est qu'ils ont observé un temps de visionnage plus long. Les gens restent plus longtemps sur YouTube, découvrent du contenu qu'ils n'auraient pas découvert sinon. Donc ce nouveau système de recommandation plaît plus que l'actuel. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va finir par être déployé un jour. La deuxième chose, c'est que ça marche extrêmement mal pour l'actualité, puisque forcément, il s'entraîne sur ce que tu as déjà vu et il est pas forcément au courant de ce qui a été uploadé. Et c'est un gros problème pour eux parce qu'ils sont obligés de réentraîner le modèle toutes les demi-heures, toutes les heures, parce que l'exemple qu'il donne dans sa conférence, c'est il est impensable que Taylor Swift sort un clip et que tous les gens fans de Taylor Swift ne se fassent pas recommander. Ce serait impensable. T'es pas une bonne plateforme de vidéo. Si à la nanoseconde où elle publie, tu le mets pas en ligne, tu vois. Mais est-ce qu'avec Gemini, tu pourrais pas justement merge les recherches Google demain qui seraient 100% Gemini, qui ciblerait le dernier album de Taylor Swift, et parce que dans Trends, tu as une très forte croissance de cette actualité-là. Tu peux réentraîner là. sur cette target via Google Trends. C'est une des possibilités, ouais. Et c'est marrant que tu parles de recherche d'ailleurs, parce qu'il y a deux utilisations de Semantic ID aussi qui sont mentionnées. La première, c'est de remplacer complètement la barre de recherche de YouTube par un prompt de chat. Donc tu pourrais prompter la recommandation. C'est-à-dire, recommande-moi des vidéos qui parlent de l'histoire de Lego. Recommande-moi des vidéos qui est... Pour le coup, ça paraît être une. Je pense que c'est la meilleure implémentation. Ouais. Mais ça sera une recherche Gemini. Oui. Donc, pourquoi le faire sur YouTube et pas sur Gemini? Parce que c'est là où les gens... c'est la même interface, c'est là où les gens... Tu vois. En fait, juste, on remplace la barre de recherche actuelle par une barre de recherche Gemini, quoi. Mais je trouve ça plus long d'écrire un prompt que d'écrire tutoriel vis... tu pourras écrire ça aussi, en réalité. Oui, mais ça peut servir à garder des users qui seraient partis sinon pour faire un hard reset. C'est-à-dire que, par exemple, si t'as rien sur ta homepage qui t'intéresse et que t'es pas du genre à cliquer 4000 fois, t'es pas un nerd comme nous qui reste sur YouTube 12 heures, au lieu de te barrer, tu veux dire, non mais change, ça me plaît pas, propose-moi, tu vois ce que je veux dire, tu peux reset complètement ta page home. Aussi, aujourd'hui, dans la recherche, t'as peut-être 7 vidéos qui te sont proposées et ensuite, t'as des anciennes vidéos qui sont de base dans ta short et du ouais. Juste pourquoi, ça n'a rien à voir, mais je comprends pas. Avant, il y avait plusieurs pages de recherche. D'accord. Et maintenant, il en reste 6. Mais en fait, c'est pas, les gens ne servent pas trop de la recherche, en vrai. Ok. C'est pas, enfin, à part pour des sujets très précis, c'est pas la plus grosse destination. La plus grosse destination, ça reste home, tu vois. Ok. Sauf le cable management. Ça, je vous recommanderai jamais assez une vidéo sur le cable management. La vidéo de Romain refuse de mourir depuis Ah ouais, c'est incroyable. Donc, les gens tapent ces mots. Cable management, je suis tout le temps en recherche. C'est Romain de TechNewsETS. Exactement. Et je vous parle de ça. Après, YouTube reste le deuxième moteur de recherche encore aujourd'hui, non? Ouais, mais c'est juste que les usages par rapport à les usages en home, en browse, c'est stratosphérique. Il faut vraiment que tu règles un vrai problème pour que la personne ait envie de le rechercher. Ouais. C'est vraiment... Et puis aille au-delà du premier résultat de recherche aussi, tu vois. Donc il y a ça. Et le deuxième truc, c'est, on en avait déjà parlé rapidement, mais il l'a lié à ça, c'est la génération de contenu en temps réel. Donc, puisqu'ils peuvent te proposer le contenu, pourquoi pas le créer? Mais on en avait déjà parlé dans l'épisode précédent. Donc voilà, Semantic ID, c'est intéressant de voir que, en fait, j'aimais beaucoup le challenge intellectuel de appliquer la logique des LLM à en fait autre chose que du chat, en créant une langue YouTube et t'apprends à Gemini à parler cette langue en fait. Moi, il y a un truc qui me fait peur, c'est que là-dedans, on met au centre le sujet et le contenu pour optimiser à chaque fois la rétention d'audience, et on supprime complètement l'impact de l'affect et la croyance d'un viewer dans une chaîne YouTube. Ce sera... Pardon. Non, je prends un exemple de l'époque avec... ça remonte maintenant, mais un Diablo X9 sur YouTube, Enjoy Phoenix au tout début, tu venais pas que pour passer toute la durée de la vidéo avec Enjoy Phoenix, tu venais aussi parce que tu t'étais attaché à son personnage et que tu avais l'impression d'avoir une copine à travers un écran. Et ça, j'ai le sentiment que toute la technologie qui est en train de se lancer en ce moment et de se déployer l'oublie complètement au profit absolu de la rétention d'audience.
Ça veut dire que si demain, par exemple, si on risque de rester plus longtemps sur un contenu de Henri, parce qu'il ne montre plus sa tête, parce que les images bougent toutes les 2 secondes et que le viewer est comme hypnotisé et donc ça augmente la rétention d'audience, alors on conseillera à la fois à Henri et on va conseiller au viewer un contenu qui est sûr de retenir au maximum son audience. Ok, mais est-ce qu'il vaut pas mieux, même pour un créateur et pour son business par la suite, en termes d'image de marque aussi, de communauté, d'aspect de fidélisation avec son audience, avoir un contenu qui fait peut-être un petit peu moins de rétention d'audience, qui est moins optimisé pour YouTube, mais qui a un impact humain beaucoup plus fort. Parce que tu regardes Henri, tel un humain, te raconter une histoire avec des temps de pause, avec de l'émotion. En fait, j'ai le sentiment qu'avec toute cette data centrée sur la rétention d'audience, il n'y aura plus aucune possibilité pour avoir un moment d'émotion, de calme, des séries lentes, de la narration, tu vois. Moi, je suis pas d'accord. C'est ça qui, moi, m'inquiète. Je suis pas d'accord. Pour moi, si tu as un lien humain avec quelqu'un, bah, tu regardes la vidéo du mec jusqu'au bout. Et c'est le cas. Moi, je pense à des créateurs comme Andy et Ella, par exemple, qui font du vlog sur YouTube. Il y a rien d'opti. Le titre, c'est Salut, c'est moi. C'est un screenshot de la vidéo. Elle dure 1h30. Il n'y a pas de montage. Et pourtant, ces vidéos cartonnent parce que, justement, il y a ce côté lien humain créé avec l'audience. Donc, par définition, il y a une forte rétention d'audience sans beaucoup d'efforts parce que les gens sont attachés au créateur, à la créatrice et donc veulent regarder toute la vidéo. Donc pour moi, c'est carrément en lien, quoi. Ça peut fonctionner. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Est-ce que demain, ça ferait pas plus de vues si ce créateur-là devait produire comme MrBeast? Je pense pas. C'est-à-dire si tu prends les gens mais que tu mets tous ces codes-là en place pour avoir de la rétention d'audience à mort. Je pense pas. Il y a... Ce que tu dis, c'est un truc qui se dit depuis longtemps. Il y a une erreur qui est souvent faite, c'est de penser que, comme dans les jeux vidéo, il y a des métas sur YouTube. Donc le côté, genre, il faut faire du montage comme MrBeast, il faut machin. Et en fait, ça oublie un truc qui est absolument fondamental sur YouTube et sur toutes les plateformes, c'est qu'il n'y a pas de méta. C'est pas vrai. Même si vous voyez parfois des hypes temporaires qui prennent un peu plus que d'autres, la réalité, c'est que un bon joueur de League of Legends va prendre des objets auxquels tu t'attends pas. Tu vois, il va prendre de l'équipement qui n'est pas celui qui est dans le guide sur comment jouer parfaitement ce personnage, mais il connaît tellement bien le jeu, il connaît tellement bien les joueurs qu'il a en face, qu'il sait que il va en fait changer par rapport à la méta parce qu'il sait que c'est le bon choix à faire à ce moment-là, à ce niveau du jeu. Pareil pour un très bon joueur d'échecs. Tu vois, il y a des ouvertures très connues aux échecs. Un excellent joueur d'échecs, il va se baser sur ces trucs connus, mais il va les adapter à la situation actuelle parce qu'il connaît extrêmement bien le jeu. Et sur YouTube, en fait, on oublie que ça fonctionne un peu comme les marchés financiers, c'est un marché de l'attention. Et donc ce côté genre, ah mais YouTube va dépérir parce que on va tous faire du montage comme ça parce que c'est ça qui marche, genre nouvel algo et tout. En réalité, un style de vidéo et de contenu ne marche pas sur toutes les audiences. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que tu as sur YouTube des chaînes hyper populaires à 10 millions d'abonnés qui font du MrBeast et du Roblox et des chaînes hyper populaires à 10 millions d'abonnés qui font de la pêche à la ligne dehors sur un téléphone Samsung avec 0 montage et directement uploadé. Ces 2 vidéos, 2 types d'audience qui sont énormes toutes les deux, 2 styles radicalement différents d'écriture, de montage, de type de contenu, de rythme, de machin. Et qui ont peut-être une rétention similaire aussi. Qui ont une rétention similaire, exactement. Donc il n'y a pas de hack, genre il faut monter comme ça pour avoir de la rétention. Il faut, en fait, moi c'est assez rigolo, c'est que quand tu commences à travailler sur ce côté un peu YouTube, stratégie, etc., tu pars de ce que te dit YouTube officiellement. Il faut apprendre à connaître son audience, machin. Et tu te dis, ouais, c'est des conseils bateaux, c'est bon. T'apprends plein de trucs. Et à la fin de la courbe de Dunning-Kruger, tu te rends compte que c'est YouTube qui avait raison depuis le début du film. Et qu'en fait, il faut vraiment connaître son audience. C'est en fait le conseil du début qu'on trouve tous bateau et concon est en fait le meilleur conseil qui existe. Et tu viens au début du cercle, tu vois. Voilà. Là où t'as raison, c'est que il y avait certaines de mes vidéos qui étaient trop écrites et mon audience n'était pas habituée parce que pendant 10 ans, ils m'ont vu avec ma cam en train de parler d'un produit en total impro. J'ai fait plus de 1000 vidéos en total impro. Et là, arriver dans un nouveau game qui, moi, me fait grave kiffer en tant que créateur, c'est-à-dire prendre du goût pour l'écriture, le rythme, l'émotion, le montage, la musique et tout ça à travers l'histoire, je vois que les vidéos qui marchent le mieux et qui engagent le mieux, ce sont celles qui sont écrites, mais que je lis sans avoir l'impression que c'est écrit. Ouais. Dans un ton beaucoup plus naturel, comme si d'un coup je me connectais avec la personne qui était en face en mode bon alors là attendez, je prends 2 secondes pour vous expliquer tu fais parce moins du bouquin, tu exactement fais moins et j'ai le sentiment que je suis plus proche des gens qui me regardent quand je suis comme ça, alors que moi j'ai le sentiment de faire un contenu moins travaillé.
Mais c'est comme tu sais, quand je parle, quand j'ai une narration plus naturelle. C'est vrai, t'as ce sentiment-là. Okay, dans nos métiers, par rapport à ce que tu dis, il y a une erreur courante qui est faite, et je critique personne parce que c'est vraiment tout le monde a fait ce truc, c'est de se dire genre, je vais mettre 10 000 € pour faire de la prod sur ce nouveau concept de fou et tout, nanan. Et en fait, faire de la prod et faire une vidéo super bien produite, ça fait plaisir à ton ego et c'est ce dont t'as envie pour ton ego, mais les gens s'en battent les couilles dans les trucs. Je l'ai vu dans le décor au tout début, quand on commence à reprendre des vidéos un peu narratives autour de la narration sur l'histoire d'une marque ou autre. Je commence à me dire, alors il faut qu'on achète des décors, faut que machin et tout, et je crée par exemple pour l'histoire de Steam, du logiciel de jeux vidéo, on avait recréé tout un setup genre Windows XP et tout ça. Cool, mais un jour de prépa, des achats le bon coin, enfin chiant quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui où j'enlève au contraire tout mon décor et c'est simplement de la light, des lumières et tout ça? Bah il y a aucune diff. C'est juste que ça m'a fait plaisir à moi. Et je pense que tu as raison. Il faut faire vraiment une différence quand tu produis du contenu entre ça me fait plaisir et ça n'aura aucun impact. Ça me fait moins plaisir. Par contre, si je fais un tout petit peu ça aura beaucoup plus d'impact. Ouais. Voilà. Il faut pas en enlever un ou l'autre. Hein. C'est comme toi avec les sujets. Tu sais, ils vont faire moins de vues, tu les fais quand même parce que ça te fait plaisir. Oui, c'est un truc que je répète souvent parce que à un moment donné, quand j'ai commencé à parler de ça en public, parce que ça m'intéressait tellement qu'au bout d'un moment, tu vas pas t'empêcher de parler en public de trucs qui te bouffent la journée entière, tu vois. Et il y a eu ce truc un peu, mais du coup, c'est que de la recherche de buzz, du coup, nanana, c'est, voilà, il y a plus que les stats, il y a plus aucune créativité et tout. On m'a beaucoup fait ces reproches-là. Et en fait. Moi, le premier. Ouais, mais en fait, c'est pas vrai. Tu lui as dit, c'est ça, souvent? Ah ouais, souvent, Henri, je lui disais, putain, mais les images, elles vont tellement vite et tout, tu gagnerais tellement juste en émotion 2 secondes à laisser un petit silence, un petit truc et tout. Déjà, là, on a ralenti un petit peu, c'est vrai. Et je lui disais que moi, je trouvais que ça dévalorisait le contenu. Parce que le fond était bon, mais la forme était tellement speed qu'on avait le sentiment presque, justement, que c'était fait avec un truc d'IA par informatique, quoi. Mais et en fait, c'est pas ça, parce que moi, je cherche pas le buzz à tout prix, que les stats et tout, c'est juste que j'adore YouTube en tant que jeu. Encore plus que faire des vidéos, encore plus que les sujets que j'aime, dont j'aime parler, j'aime YouTube en tant que jeu profondément. Et c'est pas parce que tu as ces informations que tu chopes en analyse que tu dois agir dessus. Et tu peux agir contre. C'est-à-dire que c'est pas grave d'accepter qu'une vidéo marchera moins bien parce que t'as très envie de faire ce sujet. Et on l'a fait plusieurs fois l'année dernière sur des sujets où j'étais en mode, vas-y, c'est bon, Nick. J'ai trop envie de parler de ça, on s'en branle. Vas-y, on fait quand même la mini qu'il faut, le machin, tout va bien. Mais le sujet en lui-même, je savais que ce serait un four. Ça a été un four à chaque fois. Phénoménal. Mais il fallait que ça existe. Et peut-être que dans 5 ans, elle sera repris parce que c'était un super bon sujet, tu vois. Mais c'est juste, pour moi, je pense que il y a jamais c'est jamais une bonne chose d'être sous-informé. Tu vois, c'est que de la prise d'information, c'est absurde. Ce que tu fais cette information après, tu vis ta vie, mais c'est absurde de refuser de faire là, je sais pas. Pourquoi faire? Enfin, tu vois. Et du coup, ça risque de faire émerger les chaînes plutôt niches. Oui, j'ai pas parlé de ça. Oui. C'était aussi une de mes prédictions, c'est que comme on va avoir cette compréhension extrêmement fine de paramètres de vidéos qui aujourd'hui peuvent passer à la trappe, par exemple, tu vois, on sait que t'as regardé de la compétition sportive de femmes. Aujourd'hui, on va pouvoir te mettre de la compétition sportive de femmes de tel sport dans l'université de Boston, parce qu'on sait que tu as regardé des vidéos de l'université de Boston. Donc en fait, je pense, moi c'est ma prédiction, c'est que des chaînes qu'on dirait de niche, qui aujourd'hui vont, tu vois, avoir 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, etc., qui ont du mal à trouver leur public parce qu'ils parlent d'un sujet extrêmement niché, vont demain éclore à un public beaucoup plus large, parce que ça va être beaucoup plus simple pour YouTube de comprendre le contexte de ces vidéos et de les faire remonter à une audience qui, avec l'algo actuel, les aurait peut-être pas eu en face du nez. Super intéressant, c'est déjà une tendance actuelle. Le mainstream devient de moins en moins mainstream. Et aujourd'hui, il y a plein de sous-niches, de bulles différentes comme ça. Je pense qu'il y a plein de micro-niches qui vont remonter, tu vois. Comment est-ce qu'on doit prévoir nos contenus pour les préparer à toutes ces nouveautés? Aujourd'hui, par exemple, me concernant, j'évite dans mes vidéos de faire des blagues 100% franco-françaises, quoi. Ouais. Parce que je me dis, demain, mon contenu, il est proposé au Japon, il est proposé aux États-Unis ou au Canada. J'ai envie que les gens et ma vanne. Ça c'est un truc généraliste qui effectivement est pas trop idiot, c'est surtout avec le doublage qui arrive. Est-ce que tu auras des mots-clés dans ton script carrément? Est-ce que tu vas transformer ta façon de parler pour que l'IA reconnaisse mieux tes sujets? Dans ta vidéo, tu dis genre oublie tout ce que tu as écrit. Tu fais un pré-prompt. Tu peux le il va apprendre le langage YouTube en la vidéo. Et il y en a là sur LinkedIn que je vois être en mode oui, alors je peux vous donner les meilleurs conseils pour référencer vos contenus sur ChatGPT. Non, ça marche pas comme ça. Non. Ouais. Est-ce qu'on va devoir se travestir pour que nos contenus puissent mieux parler à l'algorithme du futur sur YouTube? Ouais, non.
Effectivement, avec le doublage qui arrive, qui va encore être amélioré, on voit que Meta l'a fait, donc je pense que YouTube va aussi améliorer son doublage. Ce que tu disais tout à l'heure, le fait de pas forcément faire que des références franco-françaises, c'est pas forcément idiot pour que ça passe de manière naturelle. Également, c'est des conseils généralistes, hein, mais tu vas dire quand tu dis dans une vidéo, comme vous voyez, j'ai changé le décor derrière moi par rapport à avant, j'espère que ça vous plaît. Bah là, tu parles que à tes abonnés tout de suite, tu vois. C'est-à-dire que tu parles pas à des gens, je sais pas qui t'es. C'est la première vidéo que je vois de toi, tu me parles de ton studio, je sais pas, j'ai pas le contexte. Donc ça, c'est pas conseillé. Bah moi je le fais pas en tout cas, c'est-à-dire que je pars toujours du principe que les gens quand ils regardent la vidéo que je viens de sortir, c'est la première vidéo qu'ils voient de moi ever. Ils me connaissent pas, ils ont aucun affect. Donc tu fais pas un truc qui parle que à un segment d'audience précis. Du coup, comment ils créent de l'affect si t'en donnes jamais? Bah parce que tu as un style répétable, tu vois. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a des petites vannes que je fais dans la vidéo. Si c'est la première fois que tu vois mon style d'humour dans une vidéo, si ça te plaît, tu vas rester. Okay. Et si tu vois mon style d'humour depuis 7 ans, bah c'est mon style d'humour et tu le connais, tu vois. Okay. Mais je suis pas en mode, comme vous le savez ici, on aime bien rigoler d'eux. Bah non, je fais la blague. Ok, c'est intéressant. Et donc il y a ça. Et ensuite, je pense que malheureusement, le meilleur conseil que je vais donner, et je vais paraître pour un espèce de fake entrepreneur LinkedIn insupportable, mais YouTube a raison en fait. Apprenez à connaître votre public parfaitement. Et c'est pas juste une phrase vide, parce que moi je l'ai pris longtemps comme une phrase vide un peu débile que je mettais de côté. C'est qui sait exactement, ils habitent où, ils regardent quoi, quand ils vont au cinéma ils regardent quoi, quand ils vont au restaurant ils mangent où, quand ils vont sur quel forum, comment ils passent leur temps. Dans ton cas, comment tu t'as un dossier, t'écris dessus, ce qu'on appelle un persona. Tu fais un persona, c'est pas évident. Pour tes vidéos? Ouais. Bah pour mes vidéos, je regarde les chaînes qui regardent. Je parle de ça. Je regarde les chaînes qui regardent. Dans les chaînes YouTube, parce que dans YouTube, on peut voir les chaînes que votre public regarde. Dans les chaînes qui regardent, je regarde, est-ce que ces chaînes YouTube mettent en avant quoi que ce soit, un store Amazon, est-ce qu'ils ont un produit, est-ce qu'ils ont, c'est marrant, ces chaînes-là, elles ont tendance à mettre en avant des trucs un peu de science-fiction et elles parlent de livres de science-fiction dans leurs vidéos, cool. Donc les bouquins de science-fiction, c'est intéressant. C'est quoi les plus gros bouquins de science-fiction au monde? Il y a des chances qu'ils aient regardé ça. Est-ce qu'il y a eu des adaptations en film? Je regardais des films, on sait jamais. Tu vois, tu peux aller assez loin. Et comment tu fais quand toutes les chaînes qui regardent, toi, tu les aimes pas du tout? Tu te dis qu'il y a vraiment un problème. C'est ce qui t'arrive? Bah un peu. Parce que ta chaîne elle a 20 ans donc elle est cramée. Et là je vois, quand je suis dans les analytiques, je vois vos abonnés regardent aussi, je fais donc moi je suis dans ce genre de chaîne. Faut savoir qu'il y a Léo Duff dans la liste. C'est ça c'est un compliment. Non, il y a des chaînes où je comprends pas du tout. Genre attends, mais tu peux sans dire les noms, les catégories, genre c'est rien à voir avec toi ou c'est je te donne un exemple et qu'on bipera parce que je veux pas que ça lui fasse du tort, parce que c'est pas une encontre contre son sujet, c'est juste que je comprends pas le gap énorme avec ses vlogs. Ah, c'est hyper logique. Il est en top 1 et moi je suis en mode mais les vidéos de elles durent genre 1 heure et demie, c'est du vlog à main levée, il raconte sa life et il aime bien aussi un peu la tech et tout, ça je comprends, mais genre je me dis si mes abonnés regardent à 100%, c'est le top 1 de ma chaîne, genre moi il y a un écart de fou quoi. Comment je vais choper les abonnés qui le regardent, parce que je considère pas du tout que quand tu regardes mon contenu, tu prennes le même kiff qu'avec c'est pas la même chose quoi. Mais un type d'audience peut adorer manger des pizzas et le reste du temps manger autre chose à la maison. Et pourtant c'est les mêmes personnes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour autant que vous partagez pas une audience. Ouais, comme moi quand je passe 1h30 sur la chaîne de GMK quoi. Ça n'a rien à voir avec tous les autres contenus. Quoique, il y a voiture et tout, c'est quand même le plus proche de toi. Oui, mais je pourrais de base être plus attiré par des prods plus produites. Oui. Tu vois, on pourrait se dire que je vais pas regarder un contenu d'1h20 fait en vlog à la main levée quoi. Ouais, oui. Après, et pourtant, c'est ce qui me plaît de temps en temps. Tu vois. Okay. Effectivement. Donc ça, c'est important de l'analyser. Ouais. Et de l'accepter et de comprendre. Donc moi, par exemple, qu'est-ce que je dois en tirer? Moi, si j'étais toi, j'en tirerais quelques tests. Je regarderais le style de réal, le temps de vidéo, le type de contenu qu'ils font, et je testerais de faire 1 ou 2 vidéos un peu dans ce style, juste pour voir comment ça réagit. Quitte à ne plus jamais en refaire, même si ça marche, ou t'as pas envie de faire ça. Mais je serais hyper curieux de tester par rapport, si tu vois un style de vidéo très similaire dans ces listes. Moi je sais exactement ce que mes abonnés aiment, mais c'est ce qui me prend le plus de temps, et du coup c'est pas ce que je fais le plus souvent. C'est des vidéos découvertes. Parce que je crois savoir que ton vlog à Monaco avait eu un bon succès. Dès que j'ai la caméra et que je suis à l'extérieur, ça marche. Bah t'as la réponse. Oui, mais c'est pas ce que je peux faire le plus souvent. On a commencé cette phrase par je comprends pas, il y a ça, non mais recommandé, et en fait les gens sont pas pareils. Oh, j'ai fait une vidéo un peu pareille et ça a super cartonné. Voilà. Je suis Romain Laneri, bonjour. Enfin voilà, donc tu as la réponse, c'est voilà. Les gens veulent ça et aiment ce style de vidéo. Fais ce genre de vidéo.
Bah, merci pour les coulisses de cet algo. En vrai, on a hâte de voir ce qui va se passer. On vous laisse vous abonner à Speakeasy. On vous Ouais. dit à très bientôt dans de Carrément. prochains épisodes, en podcast audio aussi également et en vidéo sur YouTube. Ciao tout le monde. Ciao, Salut. ciao.